Rejoint éteindre vos micros afin qu'on puisse bien entendre nos deux présentatrices de la LAMA, la ligne aide maltraitance adulte aîné. Et il va y avoir 2 moments pour des périodes de questions que nos présentatrices vont vous donner le moment. Mais sinon, entre-temps, vous pouvez toujours écrire vos questions sur le chat et je les garderai en note par la suite. La présentation ainsi que le PowerPoint vous sera partagé par la suite dans le protocole justement d'inscription pour ceux qui ont été inscrits selon notre formulaire en ligne. Et je laisse donc la parole à ma collègue Andréane. Bonjour à tous, bienvenue à ce Midi Causerie. Je me présente, moi je suis Andréane, je suis coordonnatrice de programme en prévention et promotion de la santé, à la Fondation Âge. Je suis la collègue à Louis. En fait, je voulais vous souhaiter la bienvenue. Il y en a qui nous suivent, là, qui sont là à plusieurs de nos Midi Causeries. On en fait à chaque mois. On vous invite toujours là, pour en apprendre plus sur diverses thématiques liées au vieillissement et à la santé. Je vais vous présenter notre Midi-Causerie d'aujourd'hui. Le titre du Midi-Causerie, c'est Ensemble contre la maltraitance, brisons le silence. La présentation a pour objectif de vous familiariser avec les services de la ligne aide maltraitance adulte aîné. On va y découvrir ce qu'est la maltraitance, les différentes formes et types. On va vous proposer quelques conseils pratiques tirés du programme Ce n'est pas correct. Cela vous permettra d'être mieux préparé et à faire face aux situations de maltraitance que vous pourriez vivre et auxquelles vous pourriez être témoin. Je vous introduis à nos deux présentatrices d'aujourd'hui. Alexia Gladu de VET est détentrice d'une maîtrise en travail social. Alexia est travailleuse sociale et agente de planification, de programmation et de recherche à la ligne aide maltraitance adulte aîné. Elle y œuvre depuis 3 ans et auparavant, elle a travaillé dans le domaine de la violence conjugale. Il y a aussi Chloé. Chloé, il va falloir que tu m'aides pour ton nom de famille pour que je sois certaine de bien le prononcer. C'est Van Hutfink. Van Hutfink. Chloé a obtenu, merci, son baccalauréat en service social à l'Université de Montréal. Elle est travailleuse sociale depuis 2016. Elle a travaillé auprès de personnes ayant des problèmes de dépendance, ainsi que dans plusieurs programmes en clinique externe de psychiatrie. Elle a été intervenante à la LAMA pendant 5 ans avant de devenir APPR, donc agente de planification, programmation et de recherche. Alors, les filles, je vous laisse la parole. Merci. Merci, Andréane. Donc, bienvenue à tous et toutes. Je vais vous partager mon écran pour que vous voyez la présentation d'aujourd'hui. Vous me dites si vous voyez bien l'écran. Pas encore. On ne voit pas. Hop. Et voilà. Merci. Super. Donc, oui, bonjour. Donc, je me présente. Je suis Alexia Gladu de VET. Comme l'a bien expliqué Andréane, c'est ça. Je suis travailleuse sociale, agente de planification, de programmation et de recherche pour la ligne aide maltraitance adulte aîné. Et aujourd'hui, on va vous présenter les services de la ligne. Donc, je serai accompagnée de ma collègue Chloé. Donc, je te laisse la parole. Bonjour tout le monde, je suis contente de vous voir aujourd'hui. Donc, moi, c'est Chloé Van Hutfink. Je suis, moi aussi, travailleuse sociale et agente de planification, de programmation et de recherche. Pas super original, désolée, là. Mais donc, c'est ça, je travaille à la LAMA depuis presque 6 ans déjà. Donc, allons-y. Donc, voici un peu là, ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Donc, on va vous faire l'historique de la ligne. On va vous expliquer notre mandat, les fonctions et les services de la ligne aide maltraitance adulte aîné. Par la suite, on va regarder ensemble les définitions et les types de maltraitance. Puis, on va terminer avec des conseils pratiques tirés du programme Ce n'est pas correct pour, si vous faites face à une situation là, de maltraitance, vous donner un peu là, des conseils pratiques. Puis, à la toute fin, on va avoir 15 minutes pour répondre à vos questions. Donc, je tiens juste à préciser, si vos questions
concerne une situation de maltraitance, un cas en particulier, je vous inviterai à contacter la ligne. Juste pour des raisons de confidentialité, on ne va pas en discuter en grand groupe aujourd'hui. Par contre, pour toute question d'ordre général qui concerne la maltraitance, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Alors, avant de vous expliquer ce qu'on fait à la ligne plus précisément, je vais vous parler de tout le chemin qu'on a parcouru pour se rendre où on en est aujourd'hui. Donc, d'abord, il faut remonter. Oups, on ne voit plus la présentation, Oui. Alexia. On n'a pas de la présentation. Elle est de retour. OK, c'est bon. Donc, tout d'abord, il faut remonter jusqu'en 1995 pour pouvoir voir apparaître la première forme qu'a pris la ligne, qui s'appelait alors la ligne info-abus. À l'époque, c'était des bénévoles qui répondaient au téléphone puis qui tentaient de faire de leur mieux pour répondre aux questions des gens. Sauf qu'on s'est vite rendu compte que la maltraitance est trop complexe et qu'on avait besoin de professionnels formés en intervention sociale et en maltraitance pour pouvoir répondre adéquatement aux besoins qu'on voyait émerger là, tranquillement. Éventuellement est venu le premier plan d'action gouvernemental de lutte à la maltraitance des aînés. Là, je m'arrête brièvement pour ceux et celles qui ne sauraient pas c'est quoi un plan d'action gouvernemental. Honnêtement, je ne vous blâme pas, ça fait assez bureaucratique comme jargon. Donc, en gros, quand le gouvernement se rend compte qu'on a un problème de société, puis qu'il est prêt à s'y attaquer, il va mettre en place des plans d'action. Donc, ça, c'est en gros une stratégie avec des actions concrètes à mettre en place. Il va débloquer des budgets, puis il va solliciter toutes sortes de structures et d'organismes qui vont être susceptibles de l'aider à mener son plan à terme. Comme beaucoup de plans d'action, celui sur la maltraitance des aînés, c'est un plan quinquennal. Donc, ça veut dire sur 5 ans. Je ferme la parenthèse pour revenir à notre histoire. Donc, comme je disais, le premier plan d'action de lutte à la maltraitance il est étalé de 2010 à 2015. Il recommande la création d'une ligne téléphonique d'écoute et de référence spécialisée en maltraitance. Donc, c'est dans la foulée du plan d'action que la ligne Aide à but aîné est fondée le 1er octobre 2010, avec cette fois-ci des professionnels au bout du fil. Peut-être êtes-vous familier avec le nom ligne Aide à but aîné, c'est le nom qu'on a eu pendant assez longtemps. Donc, dès 2017, dans le deuxième plan d'action de lutte à la maltraitance, le mandat de la ligne est reconduit parce qu'on voit très bien la pertinence de ce service-là. Puis en 2021, on va devenir le guichet unique pour les situations de maltraitance matérielle et financière. Finalement, en 2022, en raison de la sortie du troisième plan d'action de la lutte à la maltraitance, mais aussi la modification de la loi 6.3. Ça, c'est la loi sur la lutte à la maltraitance. Notre mandat est non seulement reconduit, mais cette fois-ci élargi. Puis finalement, en 2023, tranquillement, on devient l'ALAMA. Donc, on change de nom le 1er avril. On commence graduellement à déployer nos services dans différentes régions du Québec. Puis, le 13 novembre, la forme actuelle de la ligne aide maltraitance adulte aîné est officiellement lancée. Vas-y, Alexia. Oui, donc, comme l'a bien expliqué Chloé, c'est depuis les changements à la loi 6.3 en 2022 et le troisième plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance que le mandat de la ligne s'est élargi pour inclure toute personne majeure en situation de vulnérabilité. Donc, avant, on était la ligne Aide à but aîné et depuis ce troisième plan d'action, on est la ligne Aide maltraitance adulte aîné, donc pour refléter l'élargissement de notre mandat. Puis donc, on est la mesure 38 du plan d'action, du troisième plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées. Et donc, pour citer ce plan d'action, notre mandat, c'est implanter et maintenir les services d'un centre d'aide, d'évaluation et de référence en maltraitance destiné aux personnes aînées et à toute personne majeure en situation de vulnérabilité. Donc, moi, je vais vous parler maintenant de nos fonctions. Là, ce que vous voyez ici, c'est directement tiré de la loi 6.3.
Vous comprendrez que c'est un texte légal et que ça ne roule pas toujours très bien en bouche. Alors, je vais vous décrire ça dans mes propres mots. Donc, la première chose, c'est qu'on doit accueillir et offrir une écoute active aux personnes qui font appel à nous. On va ensuite évaluer la situation pour bien la comprendre, puis être en mesure de faire les meilleures recommandations. Et ça veut dire, en gros, attendez-vous à vous faire poser bien des questions. Troisièmement, on doit donner des informations générales sur les droits et recours des personnes. Souvent, ça, c'est accompagné de conseils plus spécifiques sur les approches ou les attitudes à avoir face à la personne en situation de maltraitance ou encore face à la personne présumée maltraitante. On va ensuite référer les personnes vers les ressources ou les intervenants qu'on estime être les mieux placés pour aider. Puis ça, on va absolument remettre les coordonnées téléphoniques de ces services-là, mais on peut aussi remettre une adresse physique ou une adresse web au besoin. Finalement, puis ça, c'est dans notre nouveau mandat, avec leur consentement, on peut offrir un accompagnement téléphonique aux personnes dans certaines circonstances qu'Alexia va nous détailler. Donc, un des principaux services là, de la ligne, c'est le traitement des appels en provenance de la population. Donc, on est un service provincial, gratuit et confidentiel. C'est offert à toute personne qui est concernée de loin ou de près par une situation de maltraitance. Donc, que ce soit la personne elle-même qui vit une situation de maltraitance, des témoins, la famille, le conjoint, les voisins, ou encore, on offre aussi pour les personnes qui pensent avoir peut-être des comportements maltraitants, veulent valider si c'est correct ce qu'ils font comme action, ben, on va prendre tous ces appels-là. Notre service il est bilingue, puis on a aussi la chance d'avoir parmi notre équipe des intervenants qui parlent d'autres langues que l'anglais ou le français. Donc, lorsqu'un appelant qui est allophone nous contacte, on va le référer vers l'intervenant qui parle sa langue. Ou sinon, si ce n'est pas possible, on va faire affaire avec la banque d'interprètes. Donc, c'est vraiment pour s'assurer que tout le monde puisse accéder à notre service. On est ouvert 7 jours sur 7, de 8 heures à 20 heures, tous les jours de l'année. Donc, on dit souvent à la blague, à la ligne, là, que la maltraitance, ça ne prend pas de vacances. Hein. Donc, les personnes peuvent nous contacter vraiment en tout temps. Si vous nous contactez en dehors de nos heures d'ouverture, vous pouvez laisser un message dans notre boîte vocale, puis nous, on va vous recontacter dans un délai maximal de 24 heures. Lors d'un appel, qu'est-ce qu'on va faire? On va offrir de l'écoute, du soutien, puis on va faire une évaluation de la situation. Donc, on va poser des questions sur les aspects biopsychosociaux de la personne maltraitée et de la personne présumée maltraitante. On va poser des questions sur la situation de maltraitance. Donc, depuis combien de temps la situation perdure? C'est quoi les différents types et formes de maltraitance? Dans quel contexte la situation prend forme? Puis, ça va nous amener, toutes ces questions, à évaluer le niveau de risque qui est associé à la situation. Donc, selon le niveau de risque, on va être amené soit à faire des interventions de crise quand le risque est élevé. Donc, dans ce temps-là, on va faire tous les appels qui sont nécessaires pour que la personne obtienne un filet de sécurité. Dans la plupart des cas, quand c'est un risque moins élevé, on va orienter et référer la personne vers les ressources les plus adaptées à sa situation. On va lui expliquer les différents recours qui existent, puis lui donner des conseils de comment intervenir, etc. Puis, on peut également être amené à offrir un accompagnement dans 2 cas de figure. Donc, par exemple, quand on a des doutes que la personne ne serait pas en mesure de faire elle-même les démarches qu'on lui propose, si par exemple, lors de l'appel, on se rend compte que la personne a un discours confus, ne se rappelle pas son nom, par exemple, ou on pense qu'elle a peut-être des pertes cognitives, ou encore quelqu'un qui serait dans une grande détresse, elle pleure beaucoup durant l'appel, on a des doutes qu'elle ne serait pas en mesure de faire elle-même les démarches. Dans ce temps-là, on va lui proposer de faire les références pour elle, puis avec son consentement, on va faire les références. On va aussi offrir un accompagnement quand on a des doutes que la situation pourrait s'aggraver.
Donc, dans ces cas de figure-là, on va proposer à la personne un suivi téléphonique. Donc, on va prendre un rendez-vous avec elle. Est-ce qu'on peut se reparler dans 2 jours, 1 semaine, dépendamment du niveau de risque? Puis, lors de notre suivi téléphonique, si on se rend compte, par exemple, que la personne, les démarches n'ont pas été entamées ou la situation s'est aggravée, ben, on va lui offrir de faire les références pour elle. Puis, avec son consentement, on va lui offrir là, ce service. On offre aussi un service de consultation aux professionnels. Ce service-là est offert à toute personne qui, dans le cadre de son travail, est confrontée à une situation de maltraitance puis ressent un besoin d'aide. Donc, la grande majorité des appels provient du réseau de la santé et des services sociaux, du milieu du communautaire, du secteur financier, du secteur public, mais on reçoit aussi des appels de vraiment partout, de métiers assez variables. Tu sais, par exemple, moi, j'ai déjà reçu l'appel d'un contracteur qui était entré chez quelqu'un puis qui avait été vraiment ébranlé par l'état de la maison, puis qui se demandait ce qu'il pouvait faire. Donc, ce qu'on fait avec ces appels de professionnels, c'est d'abord de s'assurer d'avoir une compréhension commune de la situation de maltraitance. On va aussi vérifier s'il y a des informations manquantes qui seraient pertinentes à obtenir. Des fois, ces informations-là font vraiment toute la différence pour savoir par où aller. On va regarder ensemble les interventions qui ont déjà été faites et celles qui restent à faire. Quand tout ça c'est fait, on va parler de pistes d'intervention possibles, de ressources pertinentes, des enjeux cliniques et éthiques, puis de la priorité des interventions à venir. Quand ça s'applique, on va les informer de leurs obligations professionnelles parce qu'effectivement, dans la loi 6.3, il y a des obligations professionnelles là, qui rentrent là-dedans. Puis, on les aide à gérer les limites auxquelles ils sont confrontés. Puis ça, c'est vraiment important parce que, comme je disais tantôt, la maltraitance, c'est souvent complexe. Puis, ça fait que c'est souvent accompagné d'un grand sentiment d'impuissance, autant chez les intervenants que chez les proches. Des fois, ce qu'on a besoin, c'est de rappeler à la personne c'est quoi son rôle, sur quoi elle a du contrôle ou non. Euh, Tu sais, ça débloque rarement aussi vite que ce qu'on voudrait, ces situations-là. Donc, ça peut donner l'impression aux professionnels qui n'ont rien fait. À cause de ça, ça va arriver que les intervenants, ils aient juste besoin de se faire rassurer qu'ils ont déjà fait ce qu'il fallait faire. Finalement, pour chaque appel professionnel, nos intervenants doivent valider leurs recommandations auprès du ou de la superviseur clinique. Puis, si d'autres recommandations émergent suite à cette discussion-là, les intervenants vont rappeler le professionnel pour lui en faire part. Donc, à chaque fois qu'il y a un appel professionnel, on est plusieurs à réfléchir à une même situation. Donc, si un jour, vous vous trouvez face à une situation, puis là, vous vous demandez, est-ce que c'est de la maltraitance? Voici comment la définition de la maltraitance peut vous aider à savoir si c'est une situation là, de maltraitance ou non. Donc, je vais prendre aujourd'hui là, le temps de bien décortiquer cette définition avec vous, OK? Parce qu'elle est, vous allez voir, elle est assez, elle est très complète, là. Puis, ça peut vraiment être un outil là, super aidant. Donc, il y a maltraitance quand une attitude, une parole, un geste ou un défaut d'action approprié. Donc, c'est pas seulement, tu sais, ça n'a pas besoin d'être un geste violent pour être de la maltraitance. Une attitude, c'est suffisant pour être considéré de la maltraitance. Si cette action-là ou cette attitude-là cause du tort ou de la détresse chez la personne. Donc, il y a un côté qui est subjectif, hein. Ça dépend de la perception de la personne. Fait que comment la personne ressent cette situation-là ou cette action-là ou cette absence d'action, ça va avoir un grand impact, là, en fait. C'est ça qui va déterminer est-ce que c'est de la maltraitance ou non. Par exemple, quelqu'un qui aurait grandi, tu sais, dans une famille où c'est normalisé de se parler bête ou de se crier dessus, tu sais. Euh, Peut-être que pour cette personne qui, par la suite, là, rencontre son voisin, puis ce voisin-là lui parle bête, peut-être qu'elle ne va pas voir ça comme de la maltraitance parce que elle va avoir été comme
habitué de parler de cette façon-là dans son milieu familial. Mais on reprend le même exemple, le voisin qui sort puis qui parle bête à une personne. Peut-être que cette personne-là qui n'a pas grandi dans ce milieu-là, ben là, elle va le ressentir comme de la maltraitance. Elle va avoir peur par la suite de sortir puis de croiser ce voisin-là, etc. Donc, ça va lui causer de la détresse ou du tort. Donc, c'est vraiment important en maltraitance de rester centré sur le ressenti, ce que la personne perçoit dans cette situation-là. Ça peut être singulier ou répétitif. Hein. Une action ou une absence d'action appropriée, ça peut être suffisant pour être de la maltraitance. Hein. Puis souvent, une fois, c'est une fois de trop. Donc, ça n'a pas besoin d'être plusieurs actions. Ça peut être seulement une action. Dans une relation où il devrait y avoir de la confiance. Puis là, j'aimerais vous interpeller. Selon vous, là, avec qui vous entretenez des liens de confiance? Donc, je vous pose la question. C'est un moment où nous invitons à ouvrir vos micros et répondre ou répondre par le chat aussi. Puis s'il n'y a pas de réponse, c'est vraiment pas grave. Je vais vous donner en masse d'exemples. Il y a Karine qui dit ma famille, mes amis. Oui, Ouais. exactement. Famille, amis, puis peut-être les intervenants qui travaillent avec moi. Oui, tout à fait. absolument. Absolument. Vous avez nommé les plus importants. Là, ça peut être une relation avec une personne. Fait que c'est large, hein, une personne. Ça peut être en effet les amis, la famille. Ça peut être un professionnel de la santé, un professionnel d'un organisme communautaire avec qui vous avez des liens. Ça peut être aussi des personnes avec qui on signe des contrats. Hein? Tantôt, Chloé a parlé d'un contracteur. Un contracteur, ça peut être quelqu'un qu'on a une relation de confiance. Ça peut être un notaire, un conseiller financier. Ça peut être des organisations, des collectivités. Donc, c'est vraiment très large. On a en fait beaucoup de relations de confiance avec les différentes instances qui nous entourent ou personnes. Et que cela cause intentionnellement ou non. Fait que là, c'est vraiment important aussi, là, c'est intentionnellement ou non. Donc, en maltraitance, là, c'est important de comprendre, on ne cherche pas à pointer du doigt un coupable. Parce que comme la maltraitance se produit dans une relation où il devrait y avoir de la confiance, souvent, ben, il y a des liens d'attachement entre la personne maltraitante et la personne présumée maltraitée. Donc, on va souvent, ben, la personne qui est en situation de maltraitance, elle ne va pas vouloir nuire à la personne qui lui fait de la maltraitance. Là. Donc, on va essayer en fait de faire cesser la situation ou d'en diminuer les conséquences. Hein. Donc, ça, c'est vraiment important. Puis, il y a deux formes principales, deux formes en maltraitance. Il y a la forme de la violence, hein, quand c'est on pose une action qui est maltraitante, donc qui fait en sorte que la personne va agir contre sa volonté, soit en employant la force ou l'intimidation. Okay? Donc, ça, c'est la forme de la violence. Puis, négligence, c'est quand il y a une absence d'action appropriée, hein, quand on ne se soucie pas de la personne aînée. Donc, par exemple, quelqu'un professionnel qui oublierait de donner la médication à un aîné, ben, ça serait la négligence. Puis, là, on va voir les différents types de maltraitance, mais pour chaque type de maltraitance, on va voir, il y a les deux formes de maltraitance qui s'y trouvent. Donc, il y a toujours violence et négligence pour chaque type de maltraitance qu'on va voir à l'instant.
Bon, donc là, ce bout-là, il n'est pas super joyeux, je suis désolée, mais c'est important qu'on définisse bien ça ressemble à quoi concrètement de la maltraitance pour être en mesure de bien l'identifier puis bien la repérer. Donc, on a 7 différents types de maltraitance qui se déclinent, comme Alexa disait, qui se déclinent toutes sous les formes violence et négligence. Pardon. Donc, 7 types de maltraitance, on parle de type de façon générale, on ne parle pas d'exemples spécifiques. Est-ce que vous seriez capable de me nommer des exemples de ce serait quoi des types de maltraitance? Pas des exemples spécifiques, mais vraiment quel type de maltraitance on retrouve? Psychologique, financière. Oui, tout à fait. Ça, c'en est 2. Nous avions France Lacroix qui avait parlé justement des situations d'agisme. Oui, absolument. Dans le chat, on a Isabelle Côté qui parle de maltraitance physique, Annabelle qui Oui, parle de maltraitance psychologique, sexuelle, oui, matérielle. oui, On a oui, oui. Muriel qui parle d'attitude méprisante, rejet, violence psychologique. Oui, ça On rentre a tout dans le psychologique. Alexandre parle de physiologique, en parenthèse alimentaire. Mhm. Et Annabelle parle également de maltraitance organisationnelle, violation des droits. Et Wow! Isabelle parle de maltraitance financière. On les a toutes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bravo, vous les avez toutes nommées. Oui. Puis là, j'ai un petit, j'avais arrangé, mais finalement, ça l'apparaît pas là, quand je le OK. présente, mais Ben, dans ce vous cas-là, je les vais avez les toutes nommer. nommées. C'est ça, je vais les renommer. Donc, on a la maltraitance psychologique, matérielle ou financière, physique, organisationnelle, sexuelle, l'agisme et la violation des droits. Voilà. Donc là, on va vous en parler plus en détail de chacune. Donc, Il pour, y a Muriel qui avait parlé de rupture des liens. Je ne sais pas où que vous pourriez classifier ça. Ben, je ben, pense qu'on est à la bonne slide. ouais, exactement. Rupture des liens, là, ça pourrait être considéré comme de la négligence psychologique, hein. Si on parle, tu sais, des liens, c'est comme ne plus donner de nouvelles à quelqu'un, par exemple, ça serait considéré de la négligence psychologique. Donc, maltraitance psychologique, ça se définit comme suit. Attitude, parole, geste ou défaut d'action approprié qui constitue une atteinte au bien-être ou à l'intégrité psychologique. Donc, en termes de violence, hein, c'est, excusez-moi, donc en termes de violence, là, ça pourrait être, par exemple, tu sais, on reçoit un appel, ah là, ben mon enfant, il me demande de faire tel service, sinon je ne pourrai pas voir mes petits-enfants. Ça, ben, c'est du chantage affectif. Tu sais, faire de la manipulation, du contrôle. Ah, ben, comment ça, tu n'étais pas là à telle heure, etc. Donc, ça, ce serait du contrôle. Puis sous terme de négligence, c'est rejet, isolement. Donc, quelqu'un qui nous appelle, ben là, je m'ennuie, il ne m'appelle pas, il ne me donne pas. Puis quand je le contacte, il ne répond pas à mes appels, je ne comprends pas. Donc, ça serait de la négligence psychologique. C'est important de noter que pour la maltraitance, tu sais, la maltraitance psychologique, c'est la plus fréquente. C'est celle qui est le plus, qu'on reçoit le plus là, à la ligne. Celle-là, puis la maltraitance financière qu'on va voir plus loin. Mais c'est la moins visible. Tu sais, c'est pas comme, par exemple, la maltraitance physique où il y a des marques, etc. Non, donc c'est moins visible, disons, les indices. Euh, mais les conséquences sont tout autant dommageables que les autres types de maltraitance. C'est souvent aussi le type de maltraitance qui accompagne d'autres types de maltraitance. Souvent, on va l'avoir là, avec d'autres types de maltraitance. Comme par exemple, souvent, ben, la manipulation, elle va être on va la retrouver dans plusieurs situations, là. Donc, voilà pour la maltraitance psychologique. Oui, puis ça, c'est important de dire que c'est ça, c'est très fréquent qu'il y a plusieurs sortes de types de maltraitance qui sont ensemble dans une situation. C'est vrai que psychologique, elle accompagne souvent le reste, mais c'est rare que c'est juste une forme de maltraitance qui est présente dans une situation. Donc, pour la maltraitance physique, la définition ici, c'est donc attitude, parole, geste ou défaut d'action appropriée qui porte atteinte au bien-être ou à l'intégrité physique.
Donc, la violence physique à laquelle, tu sais, il y a de la violence physique à quoi on pense assez facilement. Tu sais, que ce soit, par exemple, pousser, frapper, cracher, mordre, brûler, tout ça. Ça, c'est assez évident là, quand on pense à la maltraitance physique, mais il y en a à laquelle on pense moins. Il y a quelqu'un qui l'a un peu mentionné tout à l'heure. Par exemple, forcer quelqu'un à manger. Sinon, mal donner de la médication. Dans un hôpital, ça pourrait être utiliser les contentions, donc attacher des gens pour des raisons qui sont pas suffisantes ou qui sont pas valables. Pour la négligence, le classique, là, ça serait quelqu'un qui est supposé de s'occuper d'une personne en perte d'autonomie, qui se dit responsable, mais qui ne le fait pas vraiment ou qui le fait très peu. Qui ne l'aide pas à s'habiller ou à manger, qui ne la lave pas, qui va laisser le logement tout sale, qui ne chauffe pas le logement. Un autre malheureux classique dans les CHSLD, mais aussi les milieux d'hébergement privé, c'est les personnes qui restent dans leur culotte d'incontinence souillée pendant des heures et des heures. Ou encore des gens qui ont besoin d'aide pour, tu sais, qui sont alités et qui ont besoin d'aide pour se mobiliser, mais qui ne sont pas assez bougés par le personnel, puis que par conséquent, ils vont développer des plaies de lit. C'est bon. Donc, maltraitance sexuelle, ça se définit comme des attitudes, paroles, gestes ou défauts d'action appropriés à connotation sexuelle non consentie. Question du consentement est super importante ici, qui portent atteinte au bien-être et à l'intégrité sexuelle. Donc, en termes de violence, hein, ça pourrait être, c'est sûr que l'exemple le plus frappant, c'est les attouchements non désirés, relations sexuelles imposées, mais tu sais, ça peut être aussi quelqu'un tu sais, qui rentre dans notre bulle, qui arrête notre bras sans notre consentement, ça nous rend mal à l'aise. En termes de négligence, ben, ça serait un exemple, ça pourrait être par exemple un couple d'aînés hein, qui, dans une ARI ou un CHSLD, on ne leur donne pas une chambre privée parce qu'on se dit, ah ben, de toute façon, ils n'ont pas besoin d'intimité, ce sont des personnes aînées, sont asexuelles. Donc, ça serait un exemple tu sais, de négligence sexuelle. Puis, c'est important là, tu sais, de noter là, que c'est le type de maltraitance qui est souvent le moins signalé, OK, pour les personnes aînées, parce que c'est tabou, la sexualité. Puis, tu sais, c'est difficile pour les personnes qui subissent ce type de maltraitance de dénoncer parce qu'il y a beaucoup de honte qui est associée à, à la maltraitance sexuelle. Excusez-moi. Donc, pour l'exploitation matérielle et financière, bon, la définition est un peu longue, mais on va y aller quand même. C'est l'obtention ou l'utilisation frauduleuse, illégale, non autorisée ou malhonnête des biens ou des documents légaux de la personne, absence d'informations ou mésinformations financières ou légales. Donc, je vous explique. Comme on disait tout à l'heure, c'est une des formes de maltraitance les plus rapportées avec la maltraitance psychologique. Ça ressemble à quoi? Donc, c'est quand vous prêtez votre carte de guichet, votre carte de crédit à votre enfant pour qu'il fasse l'épicerie pour vous, puis que là, un mois plus tard, vous regardez votre relevé bancaire, puis vous vous rendez compte qu'il a fait son épicerie à lui aussi, il est allé à SEQ, il a fait le plein d'essence, mais il ne vous l'a jamais demandé. Ça peut être d'insister pour vous faire signer un bail ou un testament. Ça peut être un voisin bien sympathique qui vous offre de vous reconduire à vos rendez-vous médicaux, mais qui vous charge 200 pièces à chaque fois. Ça peut être simplement quelqu'un qui vous vole des objets ou qui les brise. Du côté de la négligence, ça peut être quelqu'un qui gère officiellement vos finances, mais qui ne paye pas les factures, qui ne paye pas l'hypothèque ou le loyer, puis par conséquent, qui vous endette, puis qui même peut rendre votre situation de logement précaire. C'est quelqu'un qui vous demande de signer des papiers, mais qui ne prend pas le temps de s'assurer que vous avez compris dans quoi vous vous embarquez vraiment. Par exemple, moi, j'ai vu plusieurs fois des situations où il y a des gens qui avaient accepté de co-signer un prêt pour une voiture, par exemple, mais qui ne sont pas vraiment fait expliquer toutes les conséquences de co-signer, ni par leurs proches, ni par le notaire ou le conseiller financier qui était présent pendant la signature. Puis là, tout d'un coup, leur proche a des problèmes financiers, puis c'est eux qui se retrouvent à payer le prêt.
Donc, la maltraitance organisationnelle, c'est toute situation préjudiciable créée ou tolérée par les pratiques ou les procédures d'organisation privées, publiques ou communautaires responsables d'offrir des soins ou des services de tout type aux personnes aînées. Hein, donc, en termes de violence, là, ça va faire en sorte que la personne va se sentir traitée comme un numéro, que les soins vont être prescrits selon des horaires rigides. Par exemple, quelqu'un qui nous appelle nous dit, regardez, là, le déjeuner à ma résidence, il se termine à 7h30, mais moi, après ça, le dîner, il est juste à midi, j'ai faim, moi, pendant l'avant-midi, je peux pas, tu sais, des choses comme ça. Ou, le menu, il est pas, c'est toujours la même chose, c'est pas très bon. Donc, ça serait un exemple, par exemple, de violence, tu sais, de maltraitance organisationnelle. Tu sais, ça fait en sorte que le non-respect des choix des personnes n'est pas respecté. En termes de négligence, hein, un des exemples qu'on entend souvent, malheureusement, là, à la ligne, c'est il manquait de personnel, il manque de personnel. Fait qu'une préposée, par exemple, au bénéficiaire qui est tout seul pour s'occuper de 20 résidents qui sont partagés sur 2 étages différents, etc., puis qui ont beaucoup de besoins, c'est sûr que quand l'organisation n'engage pas assez de personnel, ça fait en sorte que le personnel n'a pas, malgré lui, bien qu'il voudrait donner des bons services, ils ne peuvent pas tout faire, ils sont trop débordés. Donc, il y a plus de chances dans ce temps-là d'avoir des oublis. La médication n'a pas été donnée à telle heure, à la bonne heure. La culotte d'aisance de tel patient a été laissée trop longtemps. Ça a créé des plaies de lit, etc. Donc, c'est un exemple de négligence. C'est important de noter, c'est pas seulement dans le réseau de la santé que ça arrive, c'est aussi ça peut être aussi au niveau des services tu sais, communautaires ou privés. Donc, c'est important tu sais, de rester à l'affût là, des diverses procédures ou réglementations là, qui peuvent brimer les droits là, individuels et collectifs là, des personnes aînées. Bon, la violation des droits, c'est des fois le moins facile à s'imaginer, mais c'est assez simple. C'est toute atteinte aux droits et libertés individuelles et sociaux. Ça se retrouve un peu dans tous les types de maltraitance aussi. Donc, concrètement, là, on va souvent le reconnaître quand il y a question d'empêcher quelqu'un de choisir. Que ce soit choisir un traitement médical, choisir où on veut habiter, dans quel milieu de vie, choisir avec qui la personne veut passer du temps, choisir de recevoir de la visite chez elle ou des appels téléphoniques quand elle veut. Mais ça compte aussi empêcher la personne de faire des mauvais choix. Je l'ai dit très souvent aux gens à qui j'ai parlé, les personnes de votre entourage ont le droit de se tromper et ont le droit de se planter. Elles ont le droit de prendre des risques et de prendre des décisions que vous ne prendriez jamais, même si tout le monde sait que c'est une mauvaise idée, là. L'empêcher de prendre une mauvaise décision, ça peut parfois être priver cette personne-là d'une opportunité d'apprentissage, mais aussi et surtout, c'est risquer de perdre sa confiance, de briser le lien avec elle. Il n'y a personne, ni vous ni moi, qui aime se faire sermonner sur nos choix, même quand on a vu les conséquences parfois désastreuses. Je te l'avais dit, c'est jamais plaisant à recevoir pour personne. Donc, on va voir plus tard ce qui est préférable de faire, mais j'insiste vraiment là-dessus parce que ça, c'est un excellent exemple de maltraitance non intentionnelle, une maltraitance qui peut être exercée par les personnes les mieux intentionnées qui veulent juste protéger leurs proches. L'agisme. Ça, c'est le type de maltraitance qui est plus au niveau sociétal, hein. C'est la discrimination en raison de l'âge par des attitudes hostiles ou négatives, des gestes préjudiciables ou de l'exclusion sociale. En gros, là, c'est quand on a des préjugés ou des stéréotypes qui vont faire en sorte là, d'homogénéiser, de penser que tout ce groupe de personnes est comme ça.
Hein, c'est des stéréotypes, des préjugés. En termes de violence, hein, ça pourrait se voir comme, par exemple, infantiliser quelqu'un. Ah, ben, ma petite madame, ou tu sais, des commentaires comme ça, ou ah, ben, tu comprendras pas de toute façon, fait que je vais le faire à ta place. L'exemple là, aussi de tantôt que j'avais donné pour la maltraitance sexuelle, le couple là, que ils n'ont pas eu le droit à leur chambre parce que ce sont des aînés, ils sont asexuels. Tu sais. Donc, c'est tous les préjugés qu'on peut avoir là, sur les personnes aînées. En termes de négligence, ben, ça serait par exemple quelqu'un qui est témoin de propos agistes puis qui ne réagit pas. Donc, quelqu'un qui dit on le sait, les personnes âgées ne savent pas conduire, par exemple, puis la personne à côté d'elle qui est témoin de ça, ben, dit rien. C'est important de savoir qu'on est tous, qu'on a tous des préjugés ou des prêts à penser ou des stéréotypes. Puis c'est important de faire l'introspection sur soi-même, de savoir c'est quoi moi, est-ce que c'est quoi c'est les préjugés que j'ai? Est-ce que ces préjugés-là ont un effet sur mes actions? Parce qu'en faisant cette introspection-là, ben on, on crée comme une distance, puis ça nous permet de peut-être qu'il y ait moins d'influence sur nos actions. Tu sais. Parce que bien sûr, ce sont des pensées, des préjugés qui font en sorte qu'on a plus de chances d'être maltraitant si on en a. Là. Alors, cette partie de la présentation, elle est tirée du programme Ce n'est pas correct. Donc là, maintenant qu'on a vu ça ressemblait à quoi concrètement de la maltraitance, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, si vous soupçonnez qu'une personne est maltraitée, portez attention. Si la personne s'ouvre à vous, écoutez-la. Pas avec votre bouche, avec vos oreilles. Je blague un peu, mais tu sais, quand nos amis ou nos proches, nous racontent leurs problèmes, bien du monde, moi la première, bien honnêtement, qui ont tendance à vouloir trouver des solutions tout de suite. Tu sais, donner des conseils, là, sortir nos petits conseils, faites pas ça. Attendez, gardez vos conseils pour vous, laissez-la parler. C'est vraiment important dans le processus de laisser la personne s'exprimer, puis écoutez vraiment ce qu'elle a à vous dire. Faites votre possible pour vous rappeler de ce qu'elle vous dit parce que ces détails-là peuvent être vraiment importants. Restez calme. Puis je vous dis ça, ça peut sembler simple, mais c'est vraiment pas facile. Je vous le dis tout de suite. Ça peut être très confrontant à entendre des situations comme ça, surtout quand ça arrive à quelqu'un qu'on aime. Quand ça vient confronter nos valeurs aussi, tu sais, parce que, tu sais, nous, on ferait jamais ça ou on s'imagine pas. Des fois, il y a des affaires qu'on entend qui ont aucun sens. C'est vraiment confrontant. Ça peut nous rendre très émotifs. Mais faites attention parce que, tu sais, les émotions, ben, ça peut nous faire réagir fort, ça peut nous faire dire des grosses choses, tu sais, je sais pas moi, ben voyons là, voir que tu te laisses parler comme ça, tu te rends pas compte que tu te fais avoir. Ce genre de réaction-là, ce genre de phrase-là, c'est vraiment à éviter. C'est déjà très dur pour la personne de vivre ce qu'elle vit, puis c'est souvent encore plus dur d'en parler. Puis là, vous avez la chance qu'elle vous parle à vous. Si elle a l'impression que vous la jugez ou que vous la blâmez pour ce qu'elle vit, elle va arrêter de vous en parler. Elle va se renfermer. Puis ça, c'est la pire affaire qui peut arriver. Donc, attention aussi de ne pas tirer des conclusions trop hâtives. Notre imagination peut être très vive. Puis là, tu sais, quand vous êtes moindrement sensibilisé à la maltraitance, vous êtes plus à l'affût des petits indices. Puis des fois, on peut se tromper. Des fois, on peut voir de la maltraitance où il n'y en a pas. Ça peut être juste des malentendus. Ça arrive. Fait que pour être sûr, posez des questions. Dites pas, ah, c'est ça qui s'est passé. Posez des questions pour être sûr de bien comprendre la situation. Puis fiez-vous seulement à ce que vous constatez avec vos yeux, vos oreilles. Fiez-vous seulement à ce que la personne vous dit. On prend juste les faits. Puis, finalement, une dernière petite chose, pardon, encourager la personne à s'affirmer elle-même.
Donc, à nommer ce qui est important pour elle, à décider aussi c'est quoi ses priorités, par où elle veut commencer. Les gens ont plus tendance à agir quand c'est eux-mêmes qui préparent leur plan. Bon, pour la suite, on va essayer d'accélérer un petit peu parce qu'on veut vous laisser un peu de temps là, pour les questions. Donc, bon, quoi faire? Évitez de prendre en charge la situation sans l'accord de l'aîné. Hein. Donc, parce que ça risquerait de briser le lien de confiance que vous avez avec lui. Puis par la suite, s'il apprend que vous avez fait des démarches sans son consentement, ben, ça se peut qu'il ne vienne plus se confier à vous, puis que là, il s'isole. Puis c'est vraiment ça qu'on veut éviter en maltraitance, c'est que la personne s'isole et reste seule avec sa situation. Fait que vraiment toujours garder la personne au centre des interventions, au centre de ce qu'elle veut faire. Puis aussi, c'est sûr que si on fait des choses sans son accord, ben ça fait on fait de la violation des droits. Tu sais, quand on parlait de maltraitance non intentionnelle tout à l'heure, ah ben, tu sais, parce que je veux la sauver tellement, je fais des choses à sa place, ben, à cause de ça, on est dans la violation des droits parce qu'on n'a pas demandé son consentement. Fait que vraiment toujours rester centré sur la personne. Si l'aîné ne veut pas d'aide, respecter son choix. Hein. Donc, puis ça peut aussi des fois être confrontant, tu sais, quand on voit une situation, tu sais, ça vient confronter aussi notre bagage, nos valeurs. On se dit, mais pourquoi elle accepte ça? C'est important de respecter le rythme de la personne et ses décisions, tu sais, puisque comme ça, elle va se sentir à l'aise, puis vous allez créer un bon climat de confiance aussi. Évitez, bien sûr, de démontrer de la frustration si l'aîné insiste que tout va bien. Tu sais, si on se fâche, ben c'est sûr, on devient maltraitant, tu sais. Puis c'est pas à nous de juger les décisions qu'elle fait pour elle-même, tu sais. Tu sais, c'est juste de demeurer disponible, dire: «OK, tu sais, je comprends que là, si tout va bien, ça va bien. Ben si à un moment donné, ça va plus, ben moi, je suis là, tu sais, si tu veux en parler, je suis vraiment là». Puis, tu sais, comme lui prendre de ses nouvelles, hein, fait que comme ça, la personne, ben, si à un moment donné, elle est à l'aise de s'ouvrir, ben, elle va le faire, tu sais, parce que vous allez avoir été, tu sais, bienveillant et cetera. Souvent, puis là, on l'a aussi dit, les personnes en situation de maltraitance cherchent à protéger la personne qui les maltraite parce que, ben, elles les aiment. Il y a des liens d'attachement, hein, surtout quand c'est au sein d'une même famille, par exemple. Ben, c'est sûr que la personne qui est maltraitée, elle veut pas mettre, nuire à la personne qui la maltraite, non? Donc, c'est pour ça qu'elle va être, tu sais, c'est difficile de parler de maltraitance parce qu'on veut pas, ça fait en sorte qu'on a comme peur là, de nuire. Donc, vraiment important de respecter le rythme de la personne, là. Donc, même si c'est tentant, allez pas confronter la personne qu'on soupçonne de maltraiter. Ça peut se retourner gravement là, contre l'aîné, puis ça risque de l'isoler davantage. Puis, de toute façon, pour avoir entendu beaucoup de témoignages de personnes qui avaient tenté de faire ça, dans la grosse majorité des cas, là, ça ne fonctionne pas, simplement. Demandez à la personne aussi si elle aurait un professionnel de confiance à qui elle voudrait parler de la situation. Ça peut être donc tu sais, un médecin, son médecin, un conseiller financier, un prêtre si, quelqu'un dans sa communauté religieuse. euh, Peu importe à qui elle pense qui serait bien placé pour ça. Puis sinon, si possible, vous pouvez proposer à la personne de faire des démarches pour chercher des services dans son coin qui pourraient l'aider, si elle est d'accord, évidemment. Tu sais, puis ça peut être des petites choses qui peuvent faire la différence, comme par exemple, regarder pour un centre d'action bénévole qui pourrait offrir la popote roulante ou qui pourrait faire des accompagnements de transport pour aider à réduire la dépendance envers une personne, par exemple. Donc, gardez en tête là, que c'est pas à vous de résoudre le problème. Il ne faut pas se mettre dans une position qu'on veut sauver, être le sauveur ni le juge. On veut tellement sauver la personne que là, on ferait des démarches sans son consentement ou que là, on se fâche parce que, voyons, tu devrais faire ci, ça, puis là, on se fait comme si on était le juge. Donc, vraiment éviter ces deux postures. Rester centré sur la personne. Lui demander comment ça va, l'écouter, demeurer disponible, respecter son rythme, créer un climat de confiance, puis lui demander comment je peux faire pour t'aider.
si ça vient de la personne, ça va fonctionner. Si ça vient de quelqu'un d'autre, que tu sais, ça fonctionne moins bien. Vraiment, tu sais, en maltraitance, en fait, on veut éviter d'aggraver la situation. Fait que vraiment, rester centré sur la personne, puis créer un bon climat de confiance, demeurer disponible. Puis si la personne, finalement, elle s'ouvre, puis elle vous dit, ouais, je sais pas trop quoi faire, puis là, vous voudriez être outillé, ben appelez à la ligne, puis nous, ça va nous faire plaisir de vous aider. Finalement, on a beaucoup parlé de maltraitance après toute cette présentation-là. Si vous pensez vous-même vivre une situation de maltraitance, de grâce, parlez-en. Parlez-en à un proche à qui vous faites confiance, peu importe c'est qui. Parlez-en à un professionnel, peut-être que vous connaissez ou que vous connaissez déjà, ou un professionnel que vous ne connaissez pas, que vous pensez qui est susceptible de vous aider. Puis sinon, si vous n'êtes pas sûr par où commencer, si vous ne savez pas à qui vous devriez en parler, appelez-nous. OK? Donc, c'est vraiment important, là, peu importe à qui vous en parlez, parlez-en, c'est la première chose qu'il faut faire, puis c'est la première chose pour nous aider à aller mieux. Merci beaucoup. Donc ici, c'est les coordonnées de la ligne. Puis, on est rendu aux questions. On a du temps pour les questions. Donc, je vais enlever le mode plein écran juste pour voir les visages, là. OK. Nous avons un commentaire dans le chat, puis on aimerait avoir votre opinion là-dessus. Le commentaire est: les maltraitants ne sont pas conscients de leurs gestes ou selon leur perception, ce n'est pas de la maltraitance. Qu'est-ce qu'on pourrait répondre à quelqu'un qui apporte ce commentaire-là? Quelqu'un qui serait pas sensibilisé dans le fond, qui serait maltraitant, mais il ne saurait pas, que ce serait non intentionnel. Exactement, ou selon sa perception, ne se considère pas faire de la maltraitance. Ben, en fait, ça serait de faire de la sensibilisation, moi, de ce que je dis. Déjà, parce que la plupart du temps, là, les situations de maltraitance, ben souvent, c'est non intentionnel. Fait que d'expliquer un peu c'est quoi la maltraitance, dire, ben, si par exemple, je sais pas, parce que là, c'est difficile des cas comme pas précis, mais par exemple, quelqu'un qui n'aurait pas demandé le consentement à la personne, puis qui aurait fait quelque chose en vue de la protéger, ben dire, ben, tu sais, t'as-tu demandé à son avis, tu sais? Fait que, ben, tu sais, ce que tu penses que, c'est quoi les conséquences de de ces actions-là sur la personne aînée? Fait que, tu sais, de poser des questions pour l'amener à réfléchir sur peut-être que. Puis moi, je rajouterais aussi que ça peut être une bonne opportunité de dire, ben écoute, je suis sûre que tu es bien intentionné. Puis de ramener aussi le fait qu'on est sûr que la personne, on va donner, faut donner le bénéfice du doute aux gens. De ne pas assumer qu'ils font ça de façon maligne, puis de vraiment essayer de les voir comme des alliés, puis leur dire, par exemple, c'est ça, je sais que tu fais ça pour ta mère, puis par exemple, si tu fais prendre des décisions à sa place parce que tu veux que ça aille mieux, puis tu penses que tu as les bonnes décisions, mais c'est vraiment important quand même de lui laisser choisir. Puis ça dépend aussi c'est quoi notre rôle, c'est quoi notre relation avec la personne maltraitante. Parfait, Donc, c'est merci. ça. En espérant que ça réponde au commentaire de la personne, je vois une main levée, Mme Alexandre Roy. Ça va être suivi par la suite de Mme Isabelle Ducal. Oui, bonjour. Ben, c'est un peu moi qui étais inquiète de ça, puis je pourrais peut-être vous donner une situation plus concrète. C'est dans le cas où quelqu'un est dans le déni, tu sais. C'est pas moi qui a nommé que quand on n'est pas maltraitant, quand on n'est pas conscient. Ça, j'ai plutôt nommé le contraire. Que moi, je pense que même si on est inconscient, il peut y avoir de la maltraitance. Mais, tu sais, pour ne pas, tu sais, par respect de confidentialité, là, je ne veux pas trop donner de détails, mais puis je pense que ça se vit beaucoup dans les cas aussi où la personne est au début de la maladie de troubles neurocognitifs. Fait que là, moi, c'est surtout ça mon questionnement. Moi, je suis l'accompagnatrice là-dedans, mais j'ai beaucoup de conversations avec certains membres de la famille. Donc, il y a certains membres de la famille qui sont bien d'accord avec ce que j'apporte, mais il y en a 2 dans la famille qui sont complètement dans le déni et ils font des choses que je considère la maltraitance et que d'autres membres de la famille. Mais
quand quelqu'un est dans le déni, c'est ça ma question, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que j'en ai fait de la sensibilisation, j'ai envoyé des choses, j'ai laissé mon livre, mais Oui, il oui. n'y a pas d'ouverture. Là. Elle est vraiment dans le déni, puis elle fait des choses des fois. C'est ça. Oui. Ben, je dirais que c'est sûr que c'est du cas par cas. Je pense que vous avez fait les bonnes choses au départ. Vous avez donc donné le bénéfice du doute, on donne des informations, on essaye de faire le plus, mais c'est là aussi où des fois, ça dépend c'est qui est autour. On essaye de mettre autant d'aide, de filets de sécurité. Puis l'idée, c'est, bon, il y a du déni. Puis quand je disais tantôt, ça ne marche pas toujours de confronter la personne, mais ça compte là-dedans aussi. Fait qu'on va plutôt essayer de favoriser, de protéger la personne. Puis des fois, des fois, c'est vraiment pas simple, là, on va se le dire, de protéger la personne plutôt que d'essayer de vraiment s'axer sur l'autre personne, sur la personne qui maltraite. Moi, je vous dirais, si jamais vous avez des questionnements, là, appelez à la ligne, on va pouvoir regarder des pistes d'intervention parce que ça semble assez complexe, en effet. Oui, merci beaucoup. Je vais vous appeler. Merci. Merci, Mme Roy. Bon, je ne sais pas si j'ai le temps. Ben, je vais juste dire, dans le déni, souvent aussi, ça peut être de la réduction des méfaits. Fait que si, mettons, la personne, elle ne veut pas. Vous hochez de la tête, fait que j'imagine que vous l'avez déjà proposé. Mais donc, ça peut être aussi une option. Mais je fais de la tête parce que je me sentais comprise, mais je ne suis pas sûre que je. OK, bon. OK, je vais l'expliquer un peu plus, là. Mais dans le fond, c'est ça, réduction. Ben, c'est si, par exemple, je sais pas c'est quoi la situation, mais mettons, la personne aînée, elle veut donner à un des enfants l'exploite financièrement beaucoup, etc., perte cognitive. Bon, l'aîné est dans le déni, elle ne veut pas vraiment, ou l'enfant est dans le déni aussi, puis la personne. C'est ça, c'est le prochain aidant qui est dans le déni. C'est la personne qui est le plus souvent avec cette personne-là. Donc, c'est pour ça que c'est délicat. Voir avec la personne aînée, voici moi, nommer ses inquiétudes, dire, regarde, moi, je t'inquiète, etc., pour telle raison. Y a-tu, toi, c'est quoi que tu penses de ça? Y a-tu des choses que tu aimerais mettre en place, pour te venir en aide? Si tu veux continuer, par exemple, d'avoir les liens, puis tout, est-ce qu'il y a des trucs qui te sécuriseraient là-dedans? Fait que, voilà. Merci, Alexa et Chloé. Et je vais donner la parole à Isabelle Ducard qui avait une question. Main levée. Juste avant, j'ai envie de dire, je suis très touchée parce que d'abord, ça me permet aussi de réfléchir à ce que je fais. Donc, ça, c'est vraiment, puis tu te rends compte qu'il y en a vraiment plus que ce qu'on pense. Puis moi, ça m'oblige à réfléchir aussi. Moi, j'ai une question. Des fois, quand on vient pour faire des références, par exemple, au CLSC en disant aimeriez-vous avoir un travail social, les gens acceptent seulement, disent non, en disant j'ai peur que, comme je suis considérée un aîné vulnérable, qu'on fasse des démarches sans mon consentement, puis évidemment, la personne ne veut pas porter plainte à la police, on veut protéger un proche. Et je ne sais pas quoi dire dans les situations, autre que, c'est sûr que si toi, tu ne veux pas aller témoigner, on ne va pas te forcer, là, tu ne peux pas être forcé à témoigner, mais je ne sais pas comment je peux faire pour assurer, parce que souvent, dans le passage, parce que moi, je suis navigatrice, dans le passage au réseau, ça rend les choses difficiles en disant, on sait qu'il y a des trucs pour protéger les aînés vulnérables. Donc là, c'est comme la demande aux services sociaux ne veut pas se faire. Mm-hmm. Oui, ben, nous aussi, on en a beaucoup des appels comme ça, là, que quand ça tombe au niveau du réseau de la santé, quand on offre ces services-là, la personne est méfiante pour plusieurs raisons, soit à cause d'un historique X, un bris de confiance envers le réseau, etc. Moi, ben, ce que je dis souvent, c'est que le réseau, un travailleur social, par exemple, là, il est derrière un ordre professionnel. Fait que tout ce qu'il va dire au travailleur social, ça demeure confidentiel. Puis si, par exemple, la situation de maltraitance se produit en contexte de cohabitation, par exemple, quand que la demande peut être faite au CLSC, c'est de le dire, dans la demande, là, que c'est en contexte de cohabitation. Puis les CLSC, souvent, sont habitués quand même, là, ils ont des protocoles normalement. Ils ne vont pas rentrer en contact avec la personne en disant bonjour, c'est pour une demande en raison d'une situation de maltraitance, surtout en contexte de cohabitation. Ils vont s'arranger, par exemple, pour que les rendez-vous soient
au CLSC pour pas que les proches soient témoins, si c'est des proches aidants qui sont maltraitants, des choses comme ça. Fait Ouais, que, puis moi, je rajouterais que, tu sais, s'il y a des craintes, c'est toujours possible de rassurer la personne que, tu sais, qu'on entend ses craintes, que ces craintes sont bien reçues, puis peut-être, tu sais, si c'est vous qui êtes chargé de faire la demande, de peut-être le spécifier dans la demande. La personne n'est pas prête à faire des démarches, la personne, elle n'est pas prête à faire X, Y, Z. C'est sûr que il y a des situations de signalement obligatoire, là, mais c'est très spécifique. Habituellement, c'est plus des gens qui sont soit en hébergement public ou qui sont sous la curatelle. Puis même là, même les signalements, les signalements en général vont se faire aux gens qui sont aux commissaires aux plaintes. Et ça reste quand même pas quelque chose c'est pas contraignant. Le commissaire aux plaintes, s'il rejoint la personne, il va quand même. Il va quand même dire, il va quand même respecter la personne, ça veut pas rien faire. Fait que ouais. Merci, Alexia et Chloé. Puis, c'est une bonne question de la part d'Isabelle, qui pourrait aussi être vue davantage dans la communauté de pratique des intervenantes navigatrices et autres tout à intervenantes fait. aussi. J'avais un commentaire qui avait été lu et je vois que la participante est encore là. Madame France Lacroix avait posé la question, je crois que c'est en lien lorsque vous parliez justement du consentement de la personne aînée. Qu'en est-il alors de la dénonciation? Je sais pas, je vois Madame Lacroix là, fait que si vous voulez prendre le micro, Madame Lacroix, peut-être plus clarifier votre question, votre commentaire. Pour le micro, c'est en haut à gauche du bouton qui est marqué partage. Ah, ben sinon, c'est pas capable. Ben, au fond, c'est son commentaire. C'est au fond, qu'en est-il alors de la dénonciation? Je suppose que c'est lorsqu'on est témoin d'un cas de maltraitance. Ben, c'est sûr que, tu sais, mettons, là, si c'est dénoncé, mettons qu'on est, on est témoin d'un acte criminel, tu sais, un voie de fait. Hein? Tu sais, je mets l'exemple plus gros, ben, on n'a pas le choix d'appeler tu sais, les policiers. Par contre, tu sais, en général, en maltraitance, c'est pas, la plupart des cas, là, c'est pas un risque élevé que là, le risque sérieux de blessure grave ou de mort est présent. Dans la plupart des cas, on n'est pas là-dedans, tu sais. Fait qu'en général, si on veut aider la personne, ben, la dénonciation, elle doit venir aussi d'elle, de la personne elle-même. Parce que si on fait des démarches à la place de la personne, ben là, ça va pas fonctionner parce que la personne, elle va se dire, ben voyons, comment ça, tu m'as pas demandé mon avis à moi? C'est ma situation, ça me concerne, tu sais. Fait que c'est Ouais. vraiment important de respecter le rythme de la personne. Oui. Puis ce qui est pour la dénonciation, ben là, je sais pas, appelez-nous. Tu sais, c'est pas comme si vous dénonciez la situation en nous appelant, parce qu'on est un service qui est confidentiel. Fait que si vous nous appelez, c'est pas de dénoncer une situation, c'est juste parce que vous voulez de l'aide en lien avec une situation de maltraitance, puis vous n'êtes même pas obligé de donner les informations qui concernent la personne, là, si vous voulez rester confidentiel. Oui, c'est ce que j'allais dire par rapport à nous. Tu sais, nous, on va vraiment. Tu sais, c'est la seule affaire que je vous dirais qui est correcte de faire sans l'accord de la personne, c'est de nous appeler parce que nous, on est vraiment là pour réfléchir à la situation ensemble. Puis, tu sais, le cas classique aussi de dénoncer sans le consentement de la personne, c'est aussi que, mettons, sur le coup, peut-être la personne, elle va dire, OK, c'est beau, tu as appelé la police, mettons, d'accord, j'accepte que tu portes plainte, mais finalement, après ça, elle va se retourner de bord, puis elle va aller retirer sa plainte, tu sais. Fait en plus, on fait des démarches pour rien. Fait qu'il y a ça. Là, j'ai cru voir en Oui, fait, elle a rajouté au fond d'annonciation d'un professionnel de la hmm, santé. Je te laisse, Chloé, répondre ou Alexia. OK. Ben ça, c'est différent. Tu sais, parce que c'est sûr qu'au niveau de la dénonciation, si on parle d'un signalement obligatoire, là, puis là, on rentre vraiment plus là-dedans, tu sais, le signalement obligatoire, ben, il est obligatoire. Fait qu'on on n'a pas le choix de le faire, c'est des obligations professionnelles. Mais tu sais, on peut le motiver comme ça aussi, là, le dire, écoutez, j'ai pas le choix. Puis sachez que, tu sais, c'est ça. Si, encore une fois, c'est dans le réseau, puis c'est le commissaire aux plaintes qui appelle la personne, on va pas, il n'y a pas la police qui débarque chez elle non plus, là. On n'est pas, tu sais, l'idée, c'est vraiment juste de s'assurer que tous les intervenants autour de la personne font ce qu'ils ont à faire, qu'ils fassent les bonnes interventions, qu'ils aient posé les bonnes questions. L'idée, c'est de pouvoir travailler en concertation, là. Donc, c'est pas vraiment, c'est pas une dénonciation c'est pas une judiciarisation de la situation. Fait que, tu sais, ça peut être rassurant dans ce sens-là. Je ne sais pas si ça répond à la question.
Je la vois hocher de la tête. Je pense que oui, mais sinon, Madame Lacroix, je vous invite à contacter toujours la ligne pour des questions supplémentaires. Je vois que le temps est quand même atteint, mais j'ai une question encore debout. Donc, ceux qui doivent quitter, la séance va quand même être enregistrée dans son intégrité. Donc, si jamais vous quittez, il y a des questions supplémentaires, c'est pour Alexia et Chloé, c'est toujours correct qu'on dépasse un peu le temps. Mais je vais laisser la parole à Mme Alexandrois qui a la main levée. S'il n'y a pas personne d'autre qui a une question, parce que j'ai déjà posé une, mais quand vous nommiez, c'est correct? Quand vous Oui. nommiez empêcher la personne de faire des mauvais choix, je suis parfaitement d'accord quand elle a toute sa cognition. Mais des fois, quand elle est au début de la maladie, tu sais, mon père qui voulait partir en char, puis je respecte sa confidentialité parce que je porte pas le même nom qu'il porte sur le chat. Donc, c'est délicat des fois, puis comment on fait? Tu sais, il voulait partir en char, et c'était dangereux qu'il aille tuer quelqu'un. Il n'y avait toujours pas de mandat d'inaptitude homologué. Fait que j'aimerais vous entendre là-dessus. Peut-être que vous avez des pistes pour tu sais, des situations futures là, que je pourrais vivre dans mon travail. Tu veux-tu y aller, Alexia? Oui, ben, en termes de perte cognitive, ben, c'est sûr que c'est long le processus, tu sais, pour faire une évaluation, tu sais, soit tu sais, psychosociale et médicale, tu sais, y a-t-il un diagnostic, mais tu sais, c'est sûr de parler tu sais, d'amener la personne à dire, tu sais, c'est sûr que tu sais, tu pourrais avoir les services, etc., de l'aide, puis en ayant le diagnostic aussi, ça va aider à ce que à la personne d'avoir une meilleure compréhension. Puis aussi pour les proches de savoir, ben, c'est quoi les symptômes ou, tu sais, parce qu'avec les troubles neurocognitifs, ben, ça peut s'accompagner aussi de différents symptômes, dont, tu sais, des fois, des pertes, tu sais, ça peut, des fois, c'est perte d'inhibition un peu, des choses comme ça. Ça peut être pas avoir peur ou être agressif. Ça peut se voir de plein de façons différentes. Fait que des fois, tu sais, d'encourager la personne à essayer d'aller voir son médecin, d'avoir une évaluation, d'avoir un diagnostic, parce que c'est sûr, ça va aider. Puis ou sinon, ben, moi, il y a il y a euh, l'Ordre des psychologues a aussi créé un outil qui est vraiment intéressant sur, je vais l'enverrer par courriel là, à Andréane et Louis pour que vous le recevez, mais c'est plein de capsules vidéo faites par des neuropsychologues avec aussi des proches aidants, puis des personnes qui ont des troubles neurocognitifs, puis ils parlent des effets des troubles neurocognitifs, puis ils défont des mythes. Fait que moi, j'irais vraiment là-dedans, tu sais, essayer de faire vraiment de la sensibilisation, etc. Puis autant pour les proches que la personne qui le vit. Mais ouais, ben, puis tu sais, moi je dirais que c'est sûr que là, on a parlé de façon large. C'est sûr que quand les gens ont des pertes cognitives, évidemment, il y a des trucs qui sont plus délicats. Puis tu sais, je pense qu'après ça, ben, l'idéal, c'est de travailler en concertation, encore une fois, avec peut-être les intervenants autour, de ne pas rester tout seul avec ça, de s'assurer qu'on fait les bonnes choses. Mais tu sais, l'exemple de il prend sa voiture puis pour aller sortir dehors, ben ça, tu sais, moi je dirais que ça peut être un exemple de là de dire, ben peut-être que les clés, on va les garder à l'écart, là, tu sais, parce que là, ça reste quand même que c'est un danger pour la personne, tu sais, puis pour d'autres personnes aussi. Fait que, tu sais, pour moi, ce serait un exemple où ce que moi, je me sentirais à l'aise personnellement comme intervenante que quelqu'un dise, écoute, j'ai pas fait ça. Mais tu sais, là, après ça, ça dépend de comment on l'amène. Est-ce qu'on, tu sais, dépendamment de c'est quoi ses symptômes, est-ce qu'on lui ment carrément? Est-ce qu'on le chicane? Tu sais, là, toute l'approche, là, c'est là où il y a beaucoup de zones grises aussi. Puis encore une fois, tu sais, je pense que c'est d'évaluer selon les besoins de la personne, puis selon qui elle est, où est-ce qu'elle est rendue. Tu sais, c'est à nous de naviguer là-dedans, puis de voir, puis peut-être de consulter d'autres personnes, voir qu'elles en pensent, voir on exagère-tu ou pas, là. Oui, c'est Merci, toujours Alexia ça. et C'est Chloé. très intéressant de se questionner là-dessus. Merci beaucoup. Tu sais, il n'y a jamais de zone c'est complètement noir ou Ouais. blanche. Merci C'est beaucoup. du cas C'est par très cas aidant. beaucoup. Oui. Ouais, Je ne merci vois pas beaucoup. d'autres mains levées ni d'autres questions dans le chat, mais plutôt beaucoup de remerciements, Alexia et Chloé. Présentation très claire, j'ai quelques commentaires, présentation très claire et utile justement.
Je vais laisser la parole à ma collègue Andréane, mais en attendant, je vais remettre encore le site, la page Facebook de l'ALAMA ainsi que le site le lien de votre site Internet aussi. Et je vous encourage autant citoyens qu'intervenants à aller jeter un coup d'œil et naviguer dans les différents outils qui sont offerts pour vous. Andréane, je te laisse la parole. Oui, merci. Merci Chloé, merci Alexia, c'était super. J'espère que vous avez apprécié tout le monde. Merci d'être restés. Je vais vous envoyer d'ici la fin de la semaine l'enregistrement pour ceux, je sais qu'il y en a des fois qui s'est inscrit puis ils n'ont pas pu venir ou ils ont manqué une partie, fait que vous allez pouvoir la voir. Je vais la mettre sur la chaîne YouTube de la Fondation Âge. Je vais aussi remettre la présentation que Chloé puis Alexia vous a présenté, le document de la présentation dans le courriel. Puis toutes les informations là, sur l'ALAMA, puis en fait, le site Internet et tout ça, là, si jamais vous avez plus accès, vous allez l'avoir par courriel. J'en profite pour faire une petite publicité pour nos midi-causeries. Le mois prochain, c'est Anne-Julie Roy, qui est directrice des services externes de la Maison Crise de Montréal, qui vient nous parler du trouble d'accumulation compulsive, le TAC. Si jamais ça vous intéresse, c'est le 13 mai de midi à 13h. Dans le courriel que je vais vous envoyer aussi, il y a le lien pour vous y inscrire. Sinon, de la même façon, sur la page événements de la Fondation Âge, sur le site, l'onglet événements, vous avez toutes les informations puis les formulaires d'inscription pour les prochains événements à venir. Alors voilà, je vous remercie beaucoup tout le monde et puis je vous dis au mois prochain pour le prochain midi-causerie. Merci. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée tout le monde. Alexia et Claude, vous pouvez rester pour notre petit Oui. post-mortem. Oui. Bien sûr. Il reste quelques personnes, je vais pouvoir les aider à quitter. Je pense que je t'ai jeté dehors ma mère. Oups! Mais non, c'est pas grave. Je dirais que c'est moi et non toi. J'ai vu qu'elle était présente, puis là, j'étais comme probablement qu'elle était en train de cuisiner puis faire quelque chose en même temps. C'est pas mal ça, il reste juste le thread de Firefly. Ouais, le Firefly, c'est correct. Excellent. Hey, merci beaucoup. L'enregistrement, si tu l'as pas fait. Ah ouais.